Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. L'OGC Nice n'a pas perdu et ça sauve un peu notre week-end avec cette météo dégueulasse. Pour ceux qui ne sont pas expats, qui ont la chance de vivre dans la plus belle ville du monde, ça a relativisé cette semaine. Très clairement, des gros nuages s'annoncent, mais pas sur l'OGC Nice et ça va être le principal sujet de l'émission. Alors certains diront qu'on se contente de peu, d'autres choisiront d'être un peu plus optimistes et de dire quand même c'était mieux. On va évidemment revenir sur ce match nul de partout, arraché à la dernière minute à la Méno face à Strasbourg, concurrent à l'Europe, dont on évite qu'il s'échappe à 5 points. Moi, je vais retenir ça. Le plaisir est pour moi d'accueillir Jérémy aujourd'hui dans l'émission. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Alors déjà, quand tu parles de la plus belle ville du monde, j'espère que tu parles soit de Copenhague, soit d'Antibes. Oh putain, je pense. Oh les goûts désastreux. Après ouais, donc sur le match, il y a un peu de il y a un peu de ce que t'as dit. Pour moi, je suis un peu entre les deux. Je suis pas très satisfait de ce point, mais oui, clairement, il y a eu du mieux, donc on va développer un peu tout ça. Ouais, on s'est épargné en tout cas un week-end vraiment cauchemar pour quelques minutes. Le scénario du match, vous l'avez probablement vécu, donc on ne vous le rappelle pas tout de suite, mais on va parler des enjeux. Déjà, on se rappelle quand même que l'OGC Nice est doucement en train de glisser au classement, déjà en dehors du podium. Ça s'est fait très loin s'éloigner de la deuxième place qu'on a vraiment absolument pas voulu, et on voit nos concurrents à l'Europe revenir derrière. Je parle de Strasbourg, je parle de Lyon. Potentiellement de Brest. Alors on enregistre ce numéro dimanche matin, ça doit peut-être s'entendre à ma voix d'ailleurs, donc on est dans l'incertitude du résultat de dimanche soir. Peut-être que vous saurez si Lyon nous a dépassé au moment où vous écoutez cette émission, et pas de nous au moment où on l'enregistre. Bref, en tout état de cause, on sait qu'aujourd'hui le l'OGC Nice est plutôt dans la zone conférence Europa League au mieux que dans la zone Ligue des Champions. Bien sûr, c'est pas terminé, mais l'enjeu était là. Strasbourg 2 points devant l'OGC Nice grâce à sa folle série. C'était Jérémy, je pense. Je vais pas faire le drama, même si vous savez que j'adore ça, en disant c'était le match de la dernière chance pour le top 4. Mais très clairement, là, si Strasbourg s'imposait, ça nous mettait gentiment à 5 points. Ça donnait compliqué de rattraper 5 points en 5 matchs, surtout qu'à la vitesse de croisière qu'on a actuellement, il faudrait une saison entière en réalité pour marquer 5 points. J'exagère à peine, mais voilà, l'enjeu était là, qu'on croit ou pas et qu'on souhaite ou pas cette qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Fallait absolument ne pas perdre, idéalement gagner, mais en tout cas ne pas perdre pour encore espérer accrocher le top 4. Ouais, c'est sûr que là c'était un peu le match qu'il fallait pas perdre, parce que ouais, comme si on perdait ce match-là, je pense qu'on pouvait dire vraiment adieu à la Ligue des Champions. Alors moi je dis adieu déjà à la Ligue des Champions, hein. On n'ira pas, je pense, mais voilà, là c'est sûr que ça aurait été très compliqué, même d'un point de vue comptable. Il reste pas non plus énormément de matchs. Et donc voilà, je pense que là si on perdait, on aurait eu qu'un point sur 15 possibles. Donc ça aurait été bon. Ah, 2, c'est beaucoup, c'est 2 fois plus, c'est bien. C'est 2 fois plus, c'est déjà pas mal. J'étais en train de me dire, ouais, c'est pas beaucoup mieux, mais bon, voilà. Ça aurait été très compliqué de rattraper Strasbourg, et je pense que là, la suite de la saison a été très compliquée. C'est pour ça que ce but à la fin nous sauve un peu, hein. Mais voilà, c'est sûr que c'était un match à pas perdre. De toute façon, voilà, comme je disais, je pense que la Ligue des Champions, qu'on ait fait match nul ou défaite ou victoire hier, je pense pas qu'on va y aller, honnêtement. Je pense que ce sera Monaco, Marseille et Lille. Donc bon, si on arrive à accrocher une place en Europa League ou Conference League, c'est déjà pas mal. Je préfère ne rien espérer, parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines encore, j'étais en mode un peu comme on se disait, ouais, on va peut-être aller en Ligue des Champions, c'est l'année et tout. Je préfère ne plus rien espérer, et je pense que de toute façon, vu l'état de forme des différentes équipes qui jouent les passes européennes, je pense pas qu'on va y arriver. Après, il peut y avoir un miracle, hein, mais je préfère me dire qu'on va pas y arriver. Donc voilà. Après, si on fait déjà Europa League et Conference League, au vu de notre niveau actuel, c'est déjà pas mal. Donc Ouais, bon, on verra bien. Et vu de notre niveau en Europe, mais c'est un autre débat qu'on aura probablement en fin de saison. Voilà, c'était le petit point classement et enjeu de ce match. Le l'OGC Nice s'en sort finalement bien avec ce match nul de partout et une égalisation sur la toute dernière occasion à la 94e minute. Mais rentrons dans le match, si tu le veux bien, Jérémy. Alors, pour la composition d'équipe, on commence par là habituellement. 2 absents majeurs, j'ai envie de dire, en tout cas significatifs. C'était Abdelmonem et Mohamed Ali Chaud. Du coup, bon,
un tout petit impact, on va dire, sur la composition d'équipe, peut-être avec l'absence de Mohamed Ali Chaud, puisque en défense, avec le retour de Dante, de Melvin Barr, c'est le 5, on va dire, titulaire, hein, que Francaise a aligné derrière. Alors, en tout cas, Marcin Bulka dans les buts, ça, effectivement, on fera notre propre débat sur le gardien polonais un peu plus tard, mais Melvin Barr à gauche, Jonathan Klaus à droite, la charnière à 3 qu'on connaît et qui est la charnière titulaire, comme je le disais, Dante Bombito, Youssouf, milieu à 2 avec le retour de Santa Maria dans le 11 associé au prince de Béchar, Hicham Boudaoui, et devant, comme je le disais, en l'absence de Mohamed Ali Chaud, et on retrouve un 3 un peu plus classique, on va dire, Jérémy Boga à gauche, Evan Guessant à droite et Gaëtan Laborde en pointe. Alors, on fera peut-être pas de débat sur le système tactique immédiatement, parce que je pense que c'est en parlant du fil du match qu'on reviendra là-dessus, Jérémy. Et en plus, là, j'ai pas de Noah pour militer avec moi sur le retour à 4 derrière. Donc voilà, je me sens en position de faiblesse. Mais blague à part, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux vraiment sur cette composition d'équipe, considérant les forces en présence, et puis on sait les retours de blessures. Voilà, il y a 2 entrants, je pense à Morgan Sanson et Terem Moffi, qui peut-être sportivement pouvaient prétendre au 11, mais pas encore tout à fait physiquement. Et on parlera de la qualité de leur entrée également un peu après. Mais globalement, l'OGC Nice a pu aligner ce qui est virtuellement la meilleure ou l'une des meilleures équipes possibles. Oui, sur le 11, au vu du schéma de jeu qu'on a, je voyais pas trop d'autres solutions. En plus, Abdelmonem était blessé, comme tu l'as rappelé. Donc bon, du coup, on a retrouvé nos 3 titulaires avec le retour de Dante. Il y a le retour de Melvin Barr qui a fait quand même beaucoup de bien. Heureusement qu'il était là. Donc ça, c'est cool. Après, non, sur le 11 de départ, je ne m'attendais pas à ce qu'on change de système de jeu, malheureusement, et je m'attendais pas forcément à un autre 11. Quand j'ai vu notamment aussi l'absence de Mohamed Ali Chaud, je sais pas s'il était blessé ou si c'est pour notre raison, mais voilà, en tout cas, moi je m'attendais à aussi ce trio offensif qu'on a eu. Donc voilà, il n'y a pas énormément de surprises. C'est vrai que moi aussi je m'attends quand même, on va en reparler, mais je m'attends quand même à ce qu'on passe à 4. Ce serait quand même bien, à ce qu'on passe à 4 derrière. Ce serait quand même bien, je pense, surtout au vu de la fin de match. Mais sinon voilà, sur la composition, je pense qu'il n'y avait pas trop d'autres choses à faire. Par contre, je pense que ce sera peut-être même un débat en fin de saison. Je pense qu'il y aura certains postes où il va falloir recruter, parce que on va commencer à être un petit peu en difficulté, je pense. Effectivement, on s'en fera le bilan dans 5 matchs. Ça dépendra aussi forcément de la compétition européenne, s'il y a qualification européenne à laquelle on se qualifie, hein, pour l'attractivité, les moyens qu'on peut avoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus, le foot français et par extension l'OGC Nice, avec un propriétaire qui s'en désintéresse totalement et pas forcément dans la situation la plus adéquate pour dépenser, mais bon, on verra. On n'est jamais qu'au mois d'avril, on aura le temps de se poser cette question en juin ou en juillet ou en août, connaissant nos traditions de période de mercato. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on explorera peut-être cet été. Jérémy, je voulais d'abord qu'on parle commençons à parler de la défense, parce qu'en réalité, je pense que si tu prends les 6 joueurs, en comptant Bulka, qui composaient la défense de l'OGC Nice hier, en fait, c'est eux qui ont fait tout le match, pour le meilleur et pour le pire. Déjà, est-ce que je m'avance un peu trop en disant ça, ou Non, je trouve que alors, je vais être un peu moins sympa, je pense, avec la défense aujourd'hui. Les derniers matchs, j'étais un petit peu, comment dire, je trouvais que par exemple contre Monaco, la défense avait quand même plutôt fait un bon match et avait quand même pris pas mal de vagues, donc c'est normal qu'au bout d'un moment ça craque. Bon là, par contre, le fait est que ça fait quand même plusieurs matchs qu'on encaisse 2 buts hors match, alors qu'on n'a pas forcément beaucoup on concède pas énormément de tirs cadrés, par exemple, tu vois. Donc bon, je veux bien que des fois il y a des matchs où t'as beaucoup de pression, ce soit compliqué. Là, par contre, juste tu prends les stats et le résultat en lui-même, 2 buts par match, ça fait quoi? Oui, on a perdu 2 contre Nantes, là 2-2, le match d'avant 2 à Monaco. Avant, il y a eu 1 contre Auxerre et 2-0 contre Lyon. On prend un nombre de buts, mais c'est beaucoup trop, quoi. Enfin, 4 tirs cadrés hier, pour Strasbourg, voilà, c'est ce que tu disais, 2 buts. C'est là, ça devient par contre quand même problématique. Donc il y a des erreurs déjà, il y a des erreurs qui sont individuelles. On va en reparler. Après, je trouve qu'il y a quand même, il y a aussi des erreurs, tout simplement en termes de niveau global. Déjà, je trouve qu'il y a certains matchs où, tu sais que j'adore Dante, hein. C'est sûrement mon joueur préféré, mais
il reste quand même bon, mais je trouve que globalement, ça commence un petit peu on voit que c'est la fin de saison, je trouve. Youssouf, par contre, qui reste quand même très impressionnant, je trouve. Par contre, Boulka aussi, je commence Voilà. on en a longuement parlé, mais on en a longuement parlé cette saison. Parlons de cette défense. Donc, pour le meilleur et pour le pire, Melvin Barr et Youssouf buteur, Jonathan Klaus double passeur. Ça, c'est la bonne partie de la soirée. Dante, Bombito, Bulka, peut-être la moins bonne partie. Donc, commençons par ça si tu veux. Parlons plus globalement des deux buts strasbourgeois. C'est quand même compliqué, je pense, de pas attribuer, même si l'erreur est toujours collective et c'est pas parce qu'il y a une erreur individuelle que derrière un autre joueur peut pas la rattraper. C'est quand même difficile de pas attribuer ces deux buts à deux erreurs flagrantes de Moïse Bombito, qui nous a pas franchement habitués à ça cette saison. Mais bon, là, il se fait manger sur une relance pleine de naïveté et un duel qui ne joue même pas en réalité, et sur lequel il se fait malheureusement bouffer. Derrière, Marcin Bulka, et ça sera peut-être l'objet du débat, peut faire mieux ou pas. Dante est pas forcément non plus très réactif pour rattraper les conneries de son compère de défense centrale, mais on sent qu'il y a un espèce de flottement en fait dans cette défense, et que quand elle est prise à revers, ce qui est pas beaucoup arrivé, parce que sur une grosse partie du match, on a vraiment réussi à bien défendre et assez bas, mais tu sens que quand tu appuies un peu dessus, un peu comme face à Monaco peut-être, les limites individuelles en fait explosent totalement, et ça fait qu'effectivement on encaisse 2 buts par match là depuis maintenant plusieurs semaines. Donc je sais pas si tu veux qu'on reprenne le scénario des 2 buts ou dans un mood un peu plus général, mais très clairement tu as été sabordé par ta défense centrale sur cette rencontre à la Méno. Ouais, bon après c'est sûr que déjà, comme d'habitude, on rentre pas trop dans la seconde mi-temps. Après c'est sûr que les deux buts ils sont surtout au départ pour Moïse Bombito. Alors le premier, je vais être aussi un peu plus indulgent dans le sens que Emmanuel Emega joue super bien le coup aussi, tu vois. C'est pas qu'une erreur de Moïse Bombito. Alors il perd le duel, mais c'est aussi dû à un très bon travail de Emega. Après par contre, oui, sur le deuxième but, c'est clairement une grosse erreur. Moi franchement, je comprendrai jamais ces erreurs de relance là. En plus, j'en parlais, tu t'en rappelles, quand on a eu le penalty contre Monaco, j'ai dit mais pourquoi Santamaria dégage pas? Alors là, c'est pas exactement le même cas, mais pourquoi tu prends des risques pareils? Moi, je comprendrais jamais ça. Je comprendrais jamais pourquoi tu mets autant de temps à faire une passe et t'attends que t'aies le Strasbourgeois dessus pour faire une passe. Bon, ça, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Après, je suis pas sur le terrain, c'est facile à dire, mais c'est quand même quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Donc voilà, c'est sûr qu'il fait deux grosses erreurs. Après, enfin surtout une grosse erreur. Après voilà, je trouve que quand même, sur le premier but, c'est un peu compliqué pour la défense de revenir. Après sur le deuxième but, il y a Hicham Boudaoui qui essaie de revenir rapidement, qui après essaie de se mettre derrière Boulka. Bon après il y a tous les rebonds et tout, le but est un peu chanceux aussi, donc c'est compliqué. Par contre c'est trop attentiste encore une fois, et ça c'est pas la première fois qu'on le dit. À chaque fois c'est bon, t'as l'impression que la défense elle regarde jouer l'adversaire et ils font rien. Donc là, notamment sur le deuxième but, j'ai l'impression que il fait un peu du marquage à distance, et que c'est trop à distance, alors que le joueur strasbourgeois est déjà dans la surface, tu vois. Enfin, je veux dire, il faut aller dessus, tu vois. Si tu vas pas à ce moment là-dessus, t'y vas jamais en fait. Donc bon, là c'est déjà une première erreur. Et après je parlais de Marcin Bulka. Alors c'est un peu dur en fait, parce que Marcin Bulka des fois il te sort des arrêts incroyables. Contre Auxerre, il en avait fait un très bon en fin de match. À Monaco, il te fait un très bon match, il arrête un penalty. Là, pareil, en plus, on se l'est dit hier soir, il fait 2 très beaux arrêts en première mi-temps. Il te sauve quand même en première mi-temps, tu vois. Tu dis, tu rentres à 1-0 parce que t'as aussi ton gardien qui te fait 2 arrêts. Par contre, sur les 2 buts, il y a mieux à faire. Enfin, le premier but, déjà, je comprends pas qu'il soit aussi loin du ballon. Alors, elle est bien placée, certes, mais bon, quand même. Sur le deuxième but, on va dire qu'il y a beaucoup de rebonds, c'est compliqué. Non, mais la balle est au ralenti. Voilà, ça va au ralenti, quoi. C'est pas une trajectoire de fou non plus, quoi. Ça va à 2 à l'heure. Donc bon, moi je pense que le Marcin Bulka l'année dernière, il aurait pu. Moi, le premier, je pars du principe qu'en fait, il est grand, il plonge au sol rapidement, et la balle est vraiment bien placée, même si on peut toujours faire mieux peut-être. Mais voilà, non, mais je suis un peu indulgent sur le premier, sur le deuxième. Mais tu vois, en fait, moi, clairement, maintenant, je prends que les stats, en fait, et ce qui compte au final, au niveau des buts, c'est Pancho qui le disait aussi sur Twitter, à un moment, sur X, pardon. À un moment, tu dis, t'es un gardien,
t'as 4 tirs cadrés adverses, tu prends 2 buts. Ouais. Donc ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas en fait. C'est qu'il y a un souci. Donc après les buts ils peuvent magnifiques et tout, ok. Mais là, veut dire les buts sont pas incroyables non plus et tu encaisses quand même 2 buts. Encore une fois, et donc il nous a fait de très bons matchs cette année, mais globalement c'est quand même bien moins bon, bien moins performant et on encaisse beaucoup de buts aussi parce que il nous fait plus d'exploits ou de très très beaux arrêts autant que l'année dernière. Donc ok, c'est pas le système de jeu de Francesco Farolli, il y a plus Jean-Claire Todibo, mais tu sens aussi qu'il y a un petit peu moins de... Il manque un petit quelque chose à Marcin Bulka cette saison, et franchement c'est dommage parce qu'en plus moi je l'aime beaucoup ce joueur et tout, mais tu sens que des fois il te sort des très bons arrêts, mais ça reste très aléatoire en fait. Tu sais pas trop. En fait, hier c'est le résumé de la saison pour moi. C'est des fois il te fait très bons arrêts et des fois là où tu t'attends à ce qu'il fasse encore un très bon arrêt, il va pas le faire. Donc du coup t'encaisses un but inévitablement. C'est pas le Marcin Bulka qu'on a connu ces 2 dernières saisons très clairement. C'est ça, et pour la défense après, juste pour un peu parler positif, c'est sûr que les latéraux hier c'était quand même un peu mieux. Le retour de Melvin Barr a fait beaucoup de bien, hein. En première mi-temps notamment, heureusement qu'on a le côté gauche Boga Barr qui fait beaucoup de bien. Oui. Et en plus après le but vient aussi de la droite avec Jonathan Klaus qui fait une très belle passe. Et voilà, c'est sûr que le retour de Melvin Barr, comme je le disais en intro, il a fait quand même beaucoup de bien aussi, hein. Ouais, notre Roberto Bardos, hein, du coup dans sa concurrence à distance, hein, avec Ali Abdi sur les dernières semaines où il était suspendu. Bon, voilà, donc on enchaîne 2 matchs avec notre latéral gauche qui marque, hein, quand même. Faut le préciser, hein. Ça serait bien que les attaquants s'y mettent aussi. Vous en conviendrez, mais voilà, Melvin Barr qui revient et qui du coup a fait à la fois le taf offensif et défensif. Pour terminer sur la défense. Peut-être un petit mot sur Jonathan Klaus quand même, doublé à la passe décisive, dont sur corner sur la deuxième sur le deuxième but, qui est quand même préposé au coup de pied arrêté avec plus ou moins de réussite. Là pour le coup il y en avait. Est-ce qu'offensivement on serait pas aussi quand même bien dépendant de l'état de forme de Jonathan Klaus, qui a eu un peu plus de mal autour de la trêve internationale, hein, le match avant et les matchs après dans mon souvenir, si je situe bien ça au niveau chronologique, et on a senti que du coup il y avait quand même moins de ballons dans la surface, ou moins de ballons de qualité ou exploitables. J'ai l'impression qu'hier ça a été quand même beaucoup mieux, et qu'au-delà des deux passes décisives qui comptent pour les stats et qui nous permettent d'accrocher ce match nul, on a aussi retrouvé un Jonathan Klaus un peu plus en adéquation avec le niveau qu'on attend de lui. Ouais, c'était clairement mieux hier, et c'est sûr que quand là en plus il fait pas un match exceptionnel, mais voilà, c'est un bon match où il est décisif sur les 2 buts, donc ça c'est top. Justement, en fait, il y avait une émission, on en parlait, où justement on disait, quand on avait Jonathan Klaus en début de saison et Ali Abdi aussi qui jouait latéral gauche parce que Melvin Barr jouait dans l'axe, combien de fois justement on avait eu des actions et des buts en fait qui s'étaient vraiment déclenchés suite à de très bons centres, soit de Jonathan Klaus, soit d'Ali Abdi. Donc là ça s'est très bien, ça s'est encore une fois bien passé de ce côté-là. C'est sûr que justement quand nos latéraux sont moins performants, ça s'est ressenti les semaines précédentes. De toute façon, quand tu joues dans un 3-4-3, si tes latéraux sont pas performants de base, c'est compliqué quand même. Donc bon, voilà, c'est sûr, on a peut-être un peu trop attendu que nos latéraux reviennent en forme, je pense. Mais bon, voilà, c'est sûr que quand Jonathan Klaus à ce niveau-là, c'est quand même un peu mieux. Encore une fois, il a pas fait un match exceptionnel, hein, mais voilà, c'était quand même beaucoup mieux défensivement aussi. Il a été quand même un peu plus solide, je trouve. Donc voilà, un match un peu plus complet, et j'espère que ça va être mieux ça va lui permettre de faire une bonne fin de saison, parce que clairement, je pense que il va être décisif sur justement ces coups de pied arrêtés là, qu'il arrive à bien tirer, ces centres là qui sont quand même, quand il arrive à faire ce type de centre là, comme pour Melvin Barr, c'est quand même souvent décisif, parce que c'est quand même souvent dans le bon tempo, et c'est quand même dans le bon, c'est quand même très bien placé à chaque fois. Donc bon, l'appel est déjà très très bon, mais le centre, et le contrôle de Melvin Barr quand même. Meilleur que nos attaquants, ouais. mais bon, voilà, en tout cas c'est sûr que c'est positif. C'est un des points positifs clairement hier soir, c'est les latéraux retrouvés, dont Jonathan Klaus, ouais. Alors du coup, ma question, tu la vois venir, et ça nous permettra ensuite d'embrayer sur le milieu de terrain, sur lequel il y a un peu plus de choses
moins positive à dire, et sans parler même de l'attaque encore après. On sait que ce système à 3 défenseurs, il est aussi fait pour s'appuyer sur les qualités offensives de nos latéraux, hein, que ce soit Jonathan Klaus, Melvin Barr ou Ali Abdi, en fonction des disponibilités et des états de forme. Problème, on a quand même l'impression que défensivement, ça fonctionne un peu moins bien, qu'une charnière centrale à 3 fonctionne moins bien que celle à 2. En tout cas, c'est mon impression perso, et que en plus de ça, c'est parfois difficile d'avoir 3 défenseurs centraux performants en même temps. Moïse Bombito, qui tenait un peu la baraque ces derniers temps, flanche sévèrement. Youssouf, qui est toujours sur le courant alternatif, même si la défense à 3, lui, ici, est quand même beaucoup mieux que celle à 2. Et bon, Dante, qui peut-être commence à accuser le poids de ses années petit à petit. Donc, quelle est la solution au final? Est-ce que passer à 4, comme on l'a fait pour aller chercher ce résultat en fin de rencontre, et avec l'entrée aussi d'Antoine Mendy, hein, que j'ai pas cité, mais qui forcément compte dans cette rotation là. Voilà, passer à 4, ça serait pour toi sacrifier peut-être l'apport des latéraux, et ça rendrait plus délicat notre poids offensif, qui est déjà un peu en déliquescence, ou est-ce que il vaut mieux stabiliser cette défense? Les latéraux feront le boulot au minima défensivement, et la petite perte d'influence qu'ils auront offensivement sera complétée par la présence d'un milieu de terrain supplémentaire, et avec des schémas de jeu du coup un peu plus qui passent peut-être un peu plus dans l'axe, ou voilà. Quel est ton avis là-dessus, puisque les semaines s'enchaînent et on sent bien que la défense, qui a été longtemps notre point fort, ne donne plus la satisfaction nécessaire à aller à la conquête de nos objectifs européens. À mon avis, c'est ce que tu as dit à la fin, et j'étais en train de penser justement au Monaco-Marseille que j'ai pu voir hier aussi. C'est que justement, moi, je repasserai à 4 derrière. Ça empêche pas les latéraux d'être placés très haut sur le terrain. Justement, Monaco hier joue en 4-4-2, et t'avais Caio Henrique et Vanderson, mais qui jouaient très très haut sur le terrain, parce que t'avais un des milieux de terrain qui joue un peu plus bas. Justement, donc ça aide. Il faudrait qu'on fasse à peu près la même chose dans l'idée, hein, je veux dire. Hein. Au hasard, ce que Youssouf a déjà fait avec plein d'entraîneurs à l'OGC Nice depuis qu'il est arrivé. Hein, donc, Exactement. En plus, il joue au centre, dans la défense à 3, il me semble, la plupart du temps. Donc justement, ça serait intéressant. Justement, moi, il faudrait qu'on ait un peu plus de monde au milieu de terrain. On est souvent battu justement au nombre au milieu de terrain, je trouve. On perd un peu d'influence dans ce secteur-là, malgré quand même beaucoup d'efforts d'Hicham Boudaoui. Je veux quand même encore souligner que il essaye, il fait tout ce qu'il peut, il est un peu partout, et on peut pas trop lui reprocher grand-chose, je trouve, encore une fois, sur le match d'hier. Mais voilà, il est un peu trop seul, je trouve, dans son registre. Donc le problème, c'est que à chaque fois dans l'axe, on est quand même très vite en difficulté, et la défense se retrouve un peu trop exposée à mon goût. Donc oui, je passerai à 4 derrière, ce qui empêcherait pas les latéraux de monter. Après, on sait qu'à 4 derrière, ça permettrait aussi à Melvin Barr d'être dans un rôle qui lui convient encore plus, même si je trouve que là, en latéral, il fait le travail, plutôt en piston, il fait le travail aussi. Mais ouais, je passerai à 4 derrière. On a besoin d'un joueur en 8-10 au hasard, Sofiane Diop ou Badreddine Bouanani, qui peuvent jouer dans ce rôle-là. Après, pourquoi pas aussi, je pense que Terem Moffi, petit à petit, va pouvoir retrouver un peu plus de temps de jeu. Avoir une association Moffi, Guessant, ou Moffi Laborde, avec Laborde un peu excentré en 10, tu vois. Pourquoi pas? Ça pourrait être peut-être un peu mieux. Mais clairement, on a besoin d'un peu plus de densité dans l'axe du terrain, je pense, parce que à chaque fois, hier, justement, surtout en début de match, quand t'as Strasbourg qui met un gros pressing, qui va beaucoup vers l'avant, on se retrouve très très vite en difficulté dans notre surface. Donc clairement, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment faire ce choix-là. Après, bon, ça c'est qu'un avis, et je suis pas à l'entraînement tous les jours, hein, je sais pas ce qui se passe, ce qui se dit, mais justement, quand on a vu hier le jeu qu'on a pu produire, qui était quand même un tout petit peu mieux que le reste du match, quand on est passé à 4 derrière et qu'on a eu les entrées de Morgan Sanson, de Terem Moffi, justement de Badreddine Bouanani, c'était quand même un peu mieux. Après, bon,
ça, on va y revenir, mais je comprends toujours pas le changement de Moïse Bombito remplacé par Antoine Mendy, et 10 minutes après, tu changes le système. Pourquoi pas l'avoir fait 10 minutes avant? Pour moi, c'est un mystère. Mais, je pense que c'était bon, la sanction, c'était sanction immédiate, enfin sanction. Oui, mais bon, c'était arrêter l'hémorragie. Mais bon, fais les deux en même temps, tu vois. Genre, tu changes de système aussi. Si c'est pour le faire 10 minutes après, fais les deux en même temps, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça m'a semblé un peu, sur le coup, je dis bon, ok, je comprends pas. Mais bon, voilà, justement, je pense que ça serait pas mal on a quand même pas mal de joueurs en défense et qui peuvent tourner, bon, même s'il y a qu'un match par semaine, mais surtout que là, qu'il y a un peu de fatigue, j'ai l'impression. Je pense qu'une charnière à deux, ça serait pas mal aussi. Ouais. Bon, alors tu disais le milieu de terrain, tu as cité beaucoup de joueurs parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui pourraient jouer dans un milieu à 3, ou si c'est un 4-2-3-1 en rajoutant le poste de numéro 10. On peut rajouter Tom Louchet aussi d'ailleurs, qui était sur le banc, qui est pas rentré, Sofiane Diop, tu disais Badreddine Buonani et Morgan Sanson qui ont joué hier, Pablo Rosario qui a fini par rentrer. Mais on n'a pas parlé de Baptiste Santamaria, donc il faisait son retour dans le 11, et on sait, après des performances délicates ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été peut-être moins catastrophique que ces dernières sorties. J'ai pas pour autant l'impression qu'on soit proche de retrouver le Baptiste Santamaria du mois de janvier-février. Tu l'as dit, Hicham Boudaoui a été extrêmement seul, donc obligé de jouer à la fois 6, 8 et 10, ce qui est un peu... il a certes une super cardio, une super VMA, mais tu peux comprendre qu'ils perdent aussi un peu en lucidité à certains moments quand tu dois être au four et au moulin. Vraiment trop seul. Donc si jamais on devait partir sur une association à 3 au milieu de terrain, et que ce soit dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1, ça peu importe. Dès le prochain match, là par exemple face à Angers, où tu auras très certainement la possession de balle et charge de faire le jeu, avec les forces en présence, qu'on a tout le monde de disponible du coup à nouveau maintenant dans ce secteur-là. Vers quel joueur, vers quel 11 tu t'alignerais en tout cas pour ces 3 joueurs au cœur du jeu? Ouais, Baptiste Santamaria, c'était moins c'était moins mauvais que les derniers matchs. C'est surtout son influence dans le jeu, je trouve que on le voit pas assez, malheureusement. Après hier, il fait pas un match. Il fait moins de conneries, mais par contre, voilà. il le traverse un peu de manière transparente. C'est ça, c'est juste que en termes d'influence, je trouve qu'on le voit pas assez pour un joueur qui devrait avoir son importance. Après, pour le prochain match, si ça tenait qu'à moi, ouais, c'est sûr que de toute façon, t'es à domicile, tu joues contre Angers, c'est sûr que tu vas faire le jeu. Et on va avoir besoin de joueurs qui arrivent à jouer dans les petits espaces et à combiner rapidement. Donc bon, pour moi, j'espère que Sofiane Diop sera de retour. Mais pour moi, voilà, comme j'ai dit, il faut clairement, si je joue encore la défense à 3, ça va être un match compliqué, ça on le sait. Donc voilà, il va falloir. Après, Sofiane Diop, très clairement, sans être dans le secret des dieux, si Buonani lui est passé devant dans la hiérarchie, c'est qu'a priori, il se passe un truc à l'entraînement, ou Oui, il est blessé peut-être, hein, on sait pas, mais voilà. Le truc, c'est qu'on sait pas grand-chose, même pour Shaw, on sait pas pourquoi il était pas là hier, donc bon, voilà. C'est ça, on peut pas trop savoir. Mais clairement, moi, j'aimerais bien voir un peu justement un changement de système. Alors soit 4-2-3-1, si Sofiane Diop n'est pas là, avec Badreddine Buonani, ou alors un milieu à 3, mais clairement avec Morgan Sanson qui débute le match, parce que je trouve que sur ses entrées, en tout cas, il est bien en jambes. Après, voilà, s'il peut pas jouer tout le match, ben il joue une mi-temps ou 60 minutes. Hein, ça, je sais pas quel est son état de forme. Mais voilà, un milieu à 3 avec Boudaoui, Sanson et un joueur offensif. Voilà, ça serait quand même top, je pense. Donc voilà, à voir. Mais clairement, ce match contre Angers en plus, bon, il va être hyper important. Je pense qu'en fait, au final, là, ce point, il nous donne un petit espoir, on va dire. Mais clairement, le match contre Angers, si tu le perds, il y a plus rien à espérer. Oui, puis tu mérites rien si tu perds à la maison face à Angers. Hein, moment, je pense que là, stop, tu vois. Ça ferait Auxerre, Nantes et Angers où tu marques quasiment pas de points. Donc voilà, ce match-là, il faudra le gagner, et il faudrait surtout arriver à montrer autre chose dans le jeu. Surtout qu'on a vu des choses à 4 derrière qui étaient quand même beaucoup mieux. Donc autant essayer de capitaliser là-dessus. Surtout moi, je commence vraiment à me dire que, tu vois, notamment offensivement, je trouve quand même que l'entrée de Mofi, elle a fait du bien aussi. Bon, il était face à une défense fatiguée, mais tu sens quand même la différence. Donc voilà, je trouve qu'on a des joueurs qui ont offensivement soit sont fatigués, soit ont vraiment du mal à se mettre au niveau là en ce moment.
parce que pour moi, sur les titulaires hier, il y a que Boga qui a à faire quelques différences. Hein. Sinon, je veux dire, d'accord que Guessant et Laborde, c'est rincé de chez rincé. Après tout ce qu'ils ont donné au cœur de l'hiver, là, ça devient vraiment compliqué pour Guessant, pour les ça deux. fait quand même quelques matchs qu'on le voit pas. Hein. Je veux dire, à part son but contre Auxerre, je veux dire, dans le jeu, tu le vois pas depuis 4-5 matchs. Il traverse les matchs, mais bon, je peux comprendre aussi, même si ça commence à faire quelques matchs là. Laborde, voilà, bon, on en a parlé déjà les différentes émissions, il touche pas un ballon en fait, donc là ça devient compliqué aussi s'il a pas un ballon, tu vois. Donc bon, il faut changer quelque chose dans l'animation offensive, ça c'est sûr, parce que quand tu vois que, on le disait en rigolant, mais quand tu vois que nos 3 derniers buts, ce sont des joueurs défensifs qui les marquent, c'est pas un hasard non plus, tu vois. C'est qu'à un moment là, il va falloir changer. De toute façon, il faut changer quelque chose clairement dans l'animation. Et dans le système de jeu, là, je vous rejoins, toi et Noah, sur les dernières émissions. Ouais. Bon, on verra si Francaise se décide à faire ce changement. Il a en tout cas les armes. Hein. C'est plus un système qui est induit par les joueurs disponibles, mais vraiment par son choix tactique. On sait que c'est son système préférentiel. On sait que ça a ses avantages aussi. On l'a vu hier avec une défense qui a été offensivement plus intéressante et qui nous a probablement sauvé d'une sacrée déconvenue. Mais c'est vrai que là devant, entre je pense des joueurs qui tirent la langue physiquement et mentalement, qui n'y arrivent plus, et le manque de ballons à exploiter, il y a vraiment nécessité de trouver une alternative et pas d'attendre le dernier quart d'heure pour jouer en 4-2-4 quand la situation est désespérée. Il va falloir capitaliser sur autre chose, et ce système en 4-2-3-1 notamment, même si un 4-3-3 plus classique pourrait être aussi exploité, mais système en 4-2-3-1, on l'a vu cette saison et on l'a vu obtenir des résultats, même si c'était très très dépendant de l'état de forme de Sofiane Diop, sur lequel on peut se questionner là ces dernières semaines, avec son temps de jeu qui s'est vraiment réduit à peau de chagrin. Est-ce que pour toi, en clôture sur cette rencontre-là, l'émission va être courte, mais honnêtement, pas grand-chose à dire qu'on n'a pas déjà dit sur les derniers numéros. Hein. On arrive de toute façon dans les 5 derniers matchs de la saison, donc vous vous doutez bien que ce soit les joueurs ou la dynamique de l'équipe va peut-être pas changer du tout au tout. On fait un petit point classement, parce que c'est le moment où on commence à pouvoir faire nos calculs d'apothicaire, compter les points, voir dans quelle compétition on va terminer, même si ça dépend aussi probablement de la finale de la Coupe de France, hein, pour la question de l'Europa League ou de la Conference League. Donc je rappelle ce que je disais en début d'émission. Nice est pour l'instant virtuellement calé à la 6e place. Ça pourrait tomber à la 7e au moment où vous écoutez cette émission. On est à la fois aussi proche des places non européennes que de la Ligue des Champions. Donc c'est un peu difficile de se positionner, même si encore une fois la dynamique actuelle fait que on va peut-être plutôt regarder en dessous qu'au-dessus. Puis comment dire, c'est un peu l'ADN du club, ça aussi, malgré tout. L'OGC Nice donc recevra Angers dimanche prochain. Angers qui joue sa survie, qui a égalité de points avec le barragiste. De toute façon, là à la maison, on va affronter Angers puis Reims, qui c'est un peu sorti la tête de l'eau avec sa victoire à Lens, ce qui nous rend bien service d'ailleurs au passage dans la course à l'Europe. Mais ça sera des équipes en danger et en quête de points que l'OGC Nice recevra, avec un déplacement à Paris au milieu. Donc tout ce qui est tout ce qui est casse-gueule, pendant que, je le disais, donc Strasbourg reste 2 points devant nous, et derrière on va peut-être garder un petit coup d'œil sur la dynamique de Brest, qui est encore l'équipe la plus proche pour nous sortir on va être optimiste en disant que le top 7 sera européen. Brest pourrait revenir à 2 points en cas de victoire à Saint-Etienne, et on les joue lors de la dernière journée. Donc est-ce que, selon toi, je m'amuse à me faire peur en regardant jusqu'à la 8e place, ou est-ce que effectivement on a intérêt à prendre 6 points sur les 3 prochains matchs par exemple, de manière à éviter de se faire de connaître une fin de saison cauchemar, et surtout tant qu'à faire, éviter que la dernière réception de la saison face à Brest soit un duel pour la 7e place. Clairement, on peut très bien finir non européen aussi. Hein. Tout le monde s'est rapproché. Après, bon, quand tu mets que 2 points sur 15 possibles en 5 matchs, c'est sûr que déjà bien que tu sois pas dans la zone rouge. Ouais. Voilà, non, mais tu te fais rattraper par tout le monde, hein, c'est évident. C'est déjà pas mal qu'on ne soit pas fait rattraper par tout le monde, parce que comme tu l'as dit, il y a eu quelques
quelques petits accidents aussi chez les autres équipes on de fait parcours. on fait un mannequin challenge à distance avec Marseille. C'est voilà. Le premier qui bouge, le premier qui marque des points a perdu, très clairement. Quand tu vois le niveau de Marseille aussi à l'extérieur ces derniers matchs, c'est compliqué quoi. Mais bon voilà, c'est sûr que comme j'ai dit à la dernière émission, ce serait pas étonnant non plus qu'on soit pas européen. Et puis moi ce serait pas non plus une injustice, tu vois. Enfin franchement, si Brest finit devant nous à la fin de la saison, est-ce que ce serait forcément injuste, sachant qu'en plus ils ont joué la Ligue des Champions, tu vois, et qu'eux ils ont joué leur compétition européenne. Et qu'eux ils ont rapporté des points au COF UEFA accessoirement. Voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais bon voilà, si on finit non européen, je serais pas non plus étonné. Après j'espère quand même qu'on va faire Europa League ou Conference League évidemment. Ça serait quand même très important pour le club, et j'ai quand même envie de voir des matchs européens de mon club. Enfin, si c'est pas au même niveau que cette année évidemment, mais ça fait toujours plaisir de voir des matchs de Coupe d'Europe. Après, oui, c'est sûr que là, les prochains matchs, il va falloir mettre des points, parce que là, voilà, hier, on prend un point. Certes, c'est sûr que sur le match en lui-même, tu te dis aller chercher un point à Strasbourg, c'est une bonne opération. C'est juste que si tu prends le contexte où tu mets pas de points avant, Lille qui gagne dans l'après-midi, du coup aussi, voilà. qui te passe devant à cette occasion-là. Mais sur les matchs d'avant, par rapport au nombre de points que t'avais pas pris, il fallait en prendre là. Donc bon, c'est pour ça que moi je disais hier soir, franchement, ce point, oui c'est bien, hein. On n'enchaîne pas une autre défaite, mais franchement, c'est pas qu'il sert à rien, hein, parce que Strasbourg est pas à 5 points du coup. Oui. Mais franchement, je veux dire, tu peux te faire passer devant par Lyon aussi, et Brest peut te rattraper. Donc au final, ça revient quasi au même. On verra à la fin de la saison si ce point-là sert. Mais là, franchement, j'étais un peu content quand on a égalisé hier, mais franchement, voilà quoi, c'est pas non plus la grosse joie. mais clairement, oui, contre Angers, il faut prendre les 3 points là, c'est sûr. Donc à un moment donné, là, il faut être pragmatique et il faut aller chercher les points. Il faut plus se poser de questions, même si la manière sera pas forcément là ou quoi, il faut aller prendre les points. C'est ce que font les autres équipes européennes, hein. Des fois ils font pas des très bons matchs, mais ils vont chercher les points, hein. Quand tu vois Monaco qui est deuxième, et leur niveau de jeu qui est quand même pas fabuleux, ils prennent les points quand il faut, tu vois. Des fois il y a un petit accident comme à Brest la semaine dernière, mais là voilà, à domicile ils font que des victoires, donc voilà, ils sont pragmatiques. Bon, Marseille à l'extérieur c'est cata, mais à domicile aussi ils font plutôt le travail, j'ai l'impression. Donc voilà, Lille aussi, je pense qu'ils vont pas perdre beaucoup de points maintenant, qu'ils ont plus que le championnat, ils sont quand même ils ont quand même l'expérience, ils sont quand même solides. Pour ça que je pense que moi, la Ligue des Champions, on peut arrêter d'espérer, à part miracle. Mais voilà, concentrons-nous sur le fait de prendre des points. Si on prend des points, c'est déjà une bonne chose, et il faudra voir après les matchs avec Brest, Lyon et j'oublie Brest, Lyon et Lens. Enfin, Lens, ouais, qui est quand même un peu plus loin, mais on sait jamais. Donc voilà, il faut... Ouais, 6 points derrière, on espère de pas se faire prendre 6 points par Lens en 5 matchs, mais bon. Mais là, clairement, contre Angers, il faut 3 points, c'est sûr. Parce que sinon, on a une fin de saison qui va être extrêmement compliquée. Ouais, 3 points qui, en fonction du résultat de tes concurrents, pourraient aussi tout simplement t'assurer une qualification européenne, hein, parce que après Lens a quand même un sale calendrier, déplacement à Lyon, réception de Monaco. Donc si tu les mets à 9 points dans les derniers matchs, bon, voilà. Mais bref, faut-il encore gagner ces rencontres-là? On est désolé de terminer toutes nos émissions avec des calculs d'apothicaire, mais bon, on en est là, puisque c'est ni sur le contenu ni sur la manière vraiment qu'on peut discuter maintenant à quelques matchs de la fin. À part changement tactique, vous connaissez déjà le scénario de tous les prochains matchs, malheureusement. On se retrouve probablement dimanche soir prochain. Du coup, alors ce sera sans Jérémy, mais ce sera avec moi a priori. Si tout se passe bien, j'ai une signature surprise à vous annoncer pour le Avantinissa de la semaine prochaine. Voilà, je fais un peu de teasing et de surprise, mais on pourra avoir une star en invité, donc voilà, qui ferait le débrief avec moi, et on espère que ce sera avec la victoire surtout, et qu'on puisse à nouveau se projeter sur la suite. Indice, si jamais on perd face à Angers, je pourrais cuisiner notre invité sur l'Europa League, il sera ravi. Bref, voilà. À la semaine prochaine, et Issa Nissa. Issa Nissa.